Bonjour et bienvenue dans Fertilité, le grand décryptage. Je suis le docteur Chloé Tran, gynécologue obstétricienne spécialisée en médecine de la reproduction et cofondatrice de la Maison de la Fertilité. Aux côtés du professeur Dominique de Ziegler, gynécologue obstétricien et expert international en médecine de la reproduction, nous explorons ensemble les mécanismes de la fertilité à la lumière des dernières avancées scientifiques, pour mieux comprendre et expliquer ce qui influence la conception. Ensemble, nous allons décrypter la fertilité. Bonjour professeur, aujourd'hui nous allons parler de la famille et du désir d'enfant dans un pays où la natalité est en berne. Donc on nous dit souvent que le nombre de naissances décline en France. Expliquez-moi dans ce contexte quels sont les rôles joués respectivement par le sens de la famille et celui du désir d'enfant. Merci Chloé, c'était un honneur pour moi de participer à ces podcasts sur la maison de la fertilité. Les problèmes de dénatalité, les problèmes de baisse de naissance sont des problèmes qui sont fondamentaux. Et on a décidé aujourd'hui d'aller au cœur du problème. On a décidé de parler des deux éléments qui sont principaux, qui sont le désir d'enfant et le sens de la famille. Donc la question que vous posez est au cœur du problème, au cœur du problème de la baisse de la natalité, qui ne touche d'ailleurs pas que la France, qui touche tous les pays du monde. La France a résisté mieux que les autres pendant un certain temps, mais la fécondité, le taux d'enfants en France s'effondre quand même. La baisse de la natalité va conduire d'abord à un vieillissement. Les gens seront comme moi, avec des cheveux gris. Et pour moi, ce n'est pas grave, mais si tout le monde a des cheveux gris, ça devient un problème pour le pays. Du coup, chacun s'affole parce que après le vieillissement, ce qui arrive, c'est la dépopulation. Et dans les pays où il n'y a pas d'immigration, comme dans l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud-Est, ce problème commence déjà maintenant. Alors, on parle parfois d'aide financière à fournir aux éventuels et d'éventuels avantages fiscaux à fournir aux parents. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Certes, c'est nécessaire, mais sûrement, ce n'est pas suffisant. Ce sont des mesures qui sont décidées d'une certaine manière par les politiciens à la va-vite. En réalité, le fond du problème est ailleurs. Le fond du problème, c'est de savoir quel est le désir d'enfant. Pourquoi est-ce que les couples veulent des enfants? Donc, parlons d'abord du désir d'enfant. Le désir d'enfant commence par un rêve. Et le rêve, c'est l'essence de la vie. Dans ce rêve, on voit l'enfant arriver, on le voit apparaître, et dans les images qui défilent devant nous, on voit cet enfant et on le prend par la main, et il nous prend par la main pour nous conduire pas à pas vers une vie qui commence. C'est ainsi que le rêve débute, c'est ainsi que le rêve commence, mais très fréquemment, ensuite, toutes sortes de choses interviennent, toutes sortes d'embûches sont en travers du chemin et le rêve a tendance à s'endormir. Il y a la carrière des femmes qui veulent un avancement, qui veulent des promotions. Il y a ensuite une société qui nous offre toutes sortes de projets à accomplir, des voyages, des hobbies. Et tout ceci fait que le rêve a tendance à s'endormir et à attendre. On est submergé par les hobbies qui sont devant nous, qui nous, d'une certaine manière, nous détournent de notre objectif et le rêve est remis à demain. Le problème, c'est que si on attend trop longtemps, le rêve, lorsque le rêve se réveille, il risque de ne pas s'accomplir parce que la fertilité, malheureusement, diminue chez les femmes avec l'âge. Alors, la question, ce n'est pas uniquement la question des femmes. On parle souvent dans les textes, dans les livres, dans les publications des femmes parce que c'est les femmes qui sont interrogées. Mais en fait, le désir d'enfant, c'est un désir de couple. Alors, il faut voir avec le partenaire, il faut, je pense, conseiller les gens de voir ce projet, de voir si le partenaire partage ce projet, que ce soit l'homme vis-à-vis de la femme ou l'inverse. Et dans certains cas, peut-être que si les objectifs ne sont pas les mêmes, eh bien peut-être qu'il faut changer et voir les choses autrement. Le rêve doit être partagé et le rêve doit être un jour vécu et, si possible, pas trop tard. Merci beaucoup pour ces explications. Et l'image de la famille, qu'en est-elle? Alors, c'est une question fondamentale. Qu'est-ce que la famille? La famille, d'abord pour nous tous, c'est la famille qu'on a connue. C'est la famille
de la femme, c'est la famille de l'homme, c'est la famille qu'on a connue et avec laquelle on a échangé, qui peut avoir des éléments positifs et des éléments négatifs. En général, les deux s'annulent. Parfois, les éléments négatifs prennent le dessus. Et la vision de la famille, c'est en fait celle que nous partageons également dans l'environnement dans lequel nous sommes. Nous ne sommes pas en isolement. Nous sommes des individus perméables aux contacts sociaux. Nous voyons des couples, nous voyons des amis qui ont un désir d'enfant, qui ont des enfants, ou au contraire, nous voyons des couples qui n'en ont pas. Et il y a une perméabilité sociale qui est très importante. Et en fait, il faut réaliser que les hommes et les femmes sont perméables à ces changements. De surcroît, le monde n'est pas écrit pour toujours. Les choses changent. Il y a des générations. Les générations, il y a les baby boomers, vous avez un devant vous, mais ils deviennent de plus en plus rares d'ailleurs. Mais il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les zoomers, ceux qui sont nés entre 1998 et 2010-2015, et semble-t-il, un certain nombre d'indications suggèrent que cette génération a des visions différentes. Les Zoomers sont sobres, les Zoomers ont connu plusieurs drames, ils ont connu le Covid, ils ont connu les problèmes de la crise financière, ils ont connu les questions de radicalisation et apparemment les études indiquent que la génération des Zoomers, ceux qui sont nés entre 1998 et 2015, ont une vision différente de la famille. Et notamment, ce qui est très important, les hommes ont une vision différente de leur rôle de père. Ceci est susceptible de changer l'ordre des choses. Au final, je pense personnellement, tout le monde n'est pas d'accord, dans un monde où tout le monde dit que la natalité s'effondre, je pense que les choses sont sur le point de changer et que les Zoomers ont un intérêt pour les enfants. Je rappelle que dans les années 60, on a annoncé l'explosion malthusienne de la population, alors qu'en réalité, les femmes avaient déjà commencé à décliner leur fertilité. Donc, les épidémiologistes ne voient pas tout. En ce qui me concerne, je pense que les jeunes, les Zoomers, ont une vision différente et je pense qu'on va vers un rebond, je suis optimiste de nature, vers un rebond de la fertilité. Ça serait super. Avez-vous à ce titre des exemples qui peuvent illustrer le rôle que la vision de la famille peut avoir sur la fécondité et les naissances? Alors, c'est une excellente question, Chloé. En fait, oui, quand on regarde, quand on s'intéresse, dans un monde où la natalité s'effondre absolument partout, la natalité est en dessous du seuil de remplacement dans 75%, 7,5% de tous les pays. Et en réalité, parmi ces pays, il y a deux pays qui font exception. Et il est intéressant de les regarder de près. Et ces pays qui font exception, en réalité, sont des pays qui ont vécu des drames personnels, des holocaustes personnels, et qui ont probablement, à la suite, d'une manière indirecte, de ces catastrophes, ont eu une réhabilitation, une revivance du sens de la famille. Alors, ces deux pays qui ont des taux de natalité effectivement supérieurs à ce qu'on trouve partout ailleurs sont d'une part Israël, l'Holocauste d'Israël, tout le monde le connaît, et le deuxième pays, c'est un pays que Chloé Tran connaît, c'est un pays que je connais et où je travaille, qui est le Cambodge. Le Cambodge a vécu son Holocauste à lui pendant les années 75-79. Les Khmers rouges ont tué par assassinat ou par famine un tiers de la population. Et en réalité, aujourd'hui, il semble, les chiffres indiquent, et je crois personnellement que ces deux pays ont un sens de la famille qui est ancré de par le drame qui a été vécu. Et les chiffres parlent dans ce sens. Là, Israël a un taux de fécondité de 2,9 qui est exceptionnel pour un pays riche. Le Cambodge a un taux de fécondité de 2,6 enfants par femme, alors que les deux pays voisins, la Thaïlande d'un côté et le Vietnam de l'autre, ont 1,2 et 1,9. Et je pense qu'il existe dans ces deux pays un souvenir collectif du drame qui a été vécu et que ce
vécu ces drames ont en fait généré un sens de la famille et que peut-être, d'une certaine façon, ces deux pays, Israël et le Cambodge, peuvent servir de modèle pour aller en profondeur dans le sens des choses, c'est-à-dire aller en profondeur dans le sens de la famille. Certes, il faut aider les gens. Certes, des avantages fiscaux sont importants. Certes, des aides sont importantes, mais je pense que la renaissance de la fertilité commence d'abord par le désir d'enfant dont nous avons parlé, et d'autre part, par le sens de la famille. Et je pense qu'il y a un modèle à suivre dans ces deux pays qui ont connu des drames et qui ont revécu, réactualisé le sens de la famille de manière persistante. Merci, Chloé. Merci, professeur de Ziegler, et à très vite pour un prochain épisode.